s'appelle le Viet. Dans les faubourgs de Marseille, on l'appelle le Chinois. Ces hommes l'appellent patron ou le commissaire. Vietnamien d'origine, mais né à Marseille, il est commissaire divisionnaire. C'est le patron du GIPN de Marseille, le patron des anti-gangs. Le GIPN, c'est le groupe d'intervention de la police nationale. Les hommes qui le composent sont tous volontaires. Leur entraînement est très particulier. Ce ne sont pas des super flics, simplement des spécialistes. Leur spécialité, c'est la prise d'otages. Mais ils interviennent aussi dans toutes sortes de situations difficiles, désespérés, forcenés, malades mentaux et protection de personnalité. Dans l'arsenal de la police, ils représentent le dernier recours. Le commissaire Nguyen Van Loc est à la tête du GIPN depuis sa création. Le groupe d'intervention de Marseille a été créé effectivement en 1972 suite à l'affaire de Munich, que tout le monde a en mémoire. Il est fait pour combattre les actes de terrorisme et de banditisme. Donc, d'une manière générale, le groupe a été créé pour neutraliser des individus armés, des terroristes armés, avec des techniques qui nous sont propres, avec un entraînement qui a été adapté aux formes de neutralisation très aiguë que nécessite l'adversaire en face de nous. Je dispose d'un groupe relativement réduit, mais disons que vaut mieux la qualité à la quantité. Chaque gars du groupe d'intervention a été sélectionné pour certaines qualités techniques et ensuite c'est à moi et à mes moniteurs de former celui que je prends dans mon groupe, à savoir technique à l'arme de poing, technique au fusil, technique aux arts martiaux, mais ce qui compte surtout, c'est la préparation psychologique de l'individu face au danger. En tant que patron, je me dois avec eux de transpirer, d'en baver dans toutes les disciplines pour créer la cohésion qui, à vrai dire, est la véritable force du groupe d'intervention. 5, 7, 8, 9, 30, il me faut des gars efficaces. J'aime faire passer le courant entre moi et mes gars, leur expliquer. Et moi, à l'heure actuelle, interroger les policiers un peu dans Marseille, le gardien de la paix. Ils rêvent tous de venir dans mon groupe. J'ai des centaines de demandes. En ce qui concerne les arts martiaux, je me suis appliqué à former mes gars au combat de rue, c'est-à-dire au combat de tous les jours, avec des prises bien précises, adaptées à la neutralisation de l'individu. On se prépare toujours, les mains, on surveille l'arme, Marie. On désarme. Ne pas oublier de désarmer. Alors il faut libérer son énergie sur la main armée. On la contrôle, on enlève la menace de l'arme. Prêt? Chaque fois devant nous, il y a un fusil, il y a un revolver, il y a un truand, il y a un forcené, il y a un dingue de la gâchette. Il faut dominer l'événement. Est-ce que vous aimez votre métier? Naturellement que j'aime mon métier parce que il y a des risques. Et quand on aime prendre des risques, c'est qu'on aime son métier. C'est directement sur le Vieux-Port que se trouve la base du GIPN. Plus exactement dans le Bas-Fort, à côté de la Légion étrangère. Et c'est sur place que se font certains des entraînements spéciaux, comme ici la descente en rappel.
L'entraînement physique, c'est plusieurs fois par semaine le parcours du combattant. Surtout pour entretenir la forme. Car être toujours en forme, c'est indispensable pour eux. Une affaire peut démarrer à tout instant et durer des jours et des nuits. Mon secteur est défini par une note ministérielle qui me donne compétence sur la moitié sud de la France. C'est-à-dire à peu près quel périmètre Disons, prenons Lyon, on tire un trait à l'horizontale, ça irait jusqu'à Nantes et tout le sud. Tire au revolver, 4 cartouches, une par cible. L'entraînement essentiel, c'est celui du tir instinctif. C'est lui qui fait la base de la formation pratique. Retirez les douilles. Vérifiez encore. Fermez le barillet. Voiture retournée. Le tir de précision, c'est encore une autre technique. Ici, la vitesse d'exécution ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est toucher. Ça demande une grande concentration, de la technique et des dons. Le professeur de tir du groupe nous fait la démonstration de ce tir de précision dans toutes les positions. Je suis le seul professeur de tir des Bouches-du-Rhône. Et bien sûr, j'ai été appelé au GIPN en 1973 donc pour donner les bases de tir propres à ce GIP pour les diverses interventions. Les fonctionnaires tirent aussi bien de la main droite que de la main gauche. Et ça, c'est très important. Parce que dans ce tir, on demande beaucoup de technique et beaucoup de sang-froid, suivant les interventions que nous devons en faire. Chez nous, il ne suffit pas d'être un bon tireur et de sortir son arme à bout de champ, n'importe comment, n'importe où. Mais le but essentiel, c'est de sortir son arme quand il le faut et là où il le faut. Notre devise, c'est de tirer vite et juste. Avant de venir à Marseille, j'ai formé des moniteurs de tir à Paris. Je faisais bien sûr l'escorte du général de Gaulle, donc des hautes personnalités. Bon, il y a combien de cartouches là, monsieur Caparez? Il y a 30 impacts. Et ils sont tous centrés? Ils sont tous centrés. Nous sommes amenés, tout naturellement, par la technicité et la préparation des gens de mon groupe, à assurer des mesures de sécurité des personnalités, de celles qui sont menacées, d'assurer la sécurité de magistrats dans des procès pour des formes de banditisme aigu qui veut que mon groupe soit là prêt à intervenir. De la prison des Baumettes jusqu'au palais de justice, il aura fallu quelques minutes seulement. Et à chaque fois, l'itinéraire est différent. Même les hommes du groupe l'ignorent. Dans ce fourgon, les principaux accusés du procès de la drogue. Depuis l'assassinat du juge Michel, la sécurité est particulièrement renforcée pour tous ces transferts, à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà l'ensemble du matériel dont dispose le GIPN. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi il consiste? Nous avons ici un fusil à longue portée, c'est-à-dire qu'on peut tirer à 100 et 200 mètres avec une efficacité totale. Entre ce fusil et celui-ci, c'est de dire le tirer de 50 à 100 mètres. Ensuite, nous disposons d'un PM, 3 coups par couple, mais par rafale, surtout par rafale. Bon. Ensuite, nous avons des gaz, bien sûr, lorsqu'un individu est retranché à l'intérieur et qu'il ne veut rien savoir, à ce moment-là, par la limite, on emploie les gaz, avec ici la masque à gaz pour la protection. En principe, chaque membre du groupe porte un gilet pare-balles pour toutes les interventions. Alors maintenant, on peut voir vos armes individuelles. Oui, c'est un 357 métal piercing. J'utilise les 357 métal piercing et les cartouches en plomb. Alors, suivant l'intervention que nous avons à faire, si on intervient là où il y a du monde, pour éviter les ricochets, on a bien sûr la cartouche en plomb.
Et la metal piercing, c'est pour éventuellement arrêter une voiture en course. Commissaire, c'est votre arme personnelle, celle-là. Qu'est-ce que c'est comme arme? C'est pour moi certainement le meilleur revolver du monde. Le MR73 Magnum 357 manuel. Arme française par excellence. Et je suis fier de l'avoir. Vous avez une arme bien particulière au GIPN. Nous avons une carabine autrichienne Voer montée avec un laser américain. Le laser américain est un laser qui porte un rayon entre 0 et 100 mètres, ce qui fait que le faisceau dirigé sur un éventuel agresseur ne loupe jamais sa cible. C'est une arme excessivement efficace. On tire sans viser, l'arme à la hanche, mais il faut qu'elle soit uniquement utilisée par des spécialistes. Mélina de Romarin 50. Autorité GIPN sera rue des Accoules. Terminé. En fait, si le commissaire est aussi à l'aise à Marseille, c'est qu'il y est né et qu'il y a passé toute sa jeunesse. Je suis né tout bêtement à Marseille, dans les vieux quartiers, qu'on dit Le Panier. J'ai eu une jeunesse extraordinaire. Je suis un enfant de la rue. Disons que pour pas mal de mes copains d'enfance, j'ai mal tourné parce que je suis du bon côté de la barrière. Et effectivement, pas mal sont morts de mort violente. J'ai eu une enfance très heureuse dans ces vieux quartiers de Marseille. Une enfance d'enfant de la rue, très libre, sans voiture. C'était les copains. C'était la liberté totale pour l'enfant. Les vieux quartiers de Marseille, c'était pour moi déjà ma petite bande. On faisait la guerre des quartiers. C'était des petites bagarres de gosses, sympathiques. 2 ou 3 fois, j'ai eu la carte de sourcilière ouverte. Ici, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir un peu les souvenirs. Embrassez bien les enfants, hein, et les petits-enfants. Allez, au revoir. Allez, bonne journée. Quelque chose quand même d'émouvant de retrouver un peu ces souvenirs d'enfance, de retrouver des odeurs, des couleurs de ciel, des rues étroites, des volets qui claquent dans les bords. Et alors ce qui est symptomatique, c'est dans ces petites rues, partant de Mistral, il y a une ambiance qui est particulière au vieux quartier de Marseille. Nous nous trouvons au PC du groupe quand la radio nous apprend qu'une prise d'otage vient d'avoir lieu à Marseille. Le groupe est mis en préalerte. Bon, commissaire, il y a une préalerte là maintenant. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près comment ça va se passer, où ça se passe? Est-ce que... Ben écoutez, je vais avoir le PC radio, on va me donner les informations, et ensuite je communiquerai ça à mes gars. Justement, j'avais un coup de fil, moi, à midi. Oui. Ouais, un gars qui est enfermé au 4e étage de la rue Paradis, c'est M. Moulin, l'OPJ du 1er arrondissement, qui m'a téléphoné. C'est le 4711. C'est eux qui sont concernés sur cette affaire. Monsieur Nguyen, bon, dites voir, mon équipe est en préalerte là. J'aimerais que vous me donniez des renseignements sur cette préalerte. Voilà, ça se passe, vous m'avez dit, au 39 rue Paradis. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a le numéro de téléphone? Écoutez, mettez-vous en rapport avec Messi Radio, mettez-vous en rapport avec votre collègue, et au fur et à mesure, donnez-moi des renseignements précis. Pourriez-vous me faire avoir les plans de l'appartement dans lequel vivent ces gens-là? Parce qu'éventuellement, on fera une action, je dis bien, préventive, pour éviter que ce gars-là attente à ses propres jours. Éventuellement. Hein. Seulement, encore faut-il que je sois prévenu à temps. Bon alors, donnez-moi le maximum de renseignements, montez le gyrophare, Oh, ok, oui, matériel. et embarquez le matériel. Ok.
Les deux voitures sont prêtes? C'est prêt. Le matériel marqué? Bon, messieurs, on va sur un cas de prise otage. Un individu, deux femmes. J'aurai des renseignements plus précis. Toujours est-il que mes instructions sont données, la sécurité rapprochée est déjà assurée, ainsi que la sécurité éloignée. Est-ce qu'il a un armement, patron? Est-ce qu'on connaît la Sous toute réserve, un revolver et peut-être un poignard. Il y a des blessés? Vous savez pas? On ne sait pas. Alors écoutez, dès qu'on arrive sur place, vous vous groupez comme d'habitude dans un endroit précis, vous attendez les ordres et les derniers renseignements que je vous communiquerai moi-même. Allez. Cette fois-ci, tout ce déploiement de force n'aura servi à rien. L'affaire a été résolue juste avant l'arrivée du groupe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois c'est dramatique, comme à Valence le 10 décembre 1975. Est-ce que vous pouvez me décrire rapidement l'affaire de Valence? En deux mots, un gars condamné à 7 ans de tôle obtient une permission, entre guillemets, pour bonne conduite. Il prend un taxi, il n'a pas d'argent pour le payer, il abat froidement et s'enfuit. Poursuivi par 2 motards pour un feu rouge, il panique, il s'arrête devant un HLM, monte au 3e étage, prend une femme de 62 ans en otage et demande lui aussi une voiture, une rançon et la libération de 2 de ses collègues. Condition inacceptable. Le lendemain, vers 14h15, on avait été obligé de le liquider, une balle entre les 2 yeux à 80 mètres. Je me suis offert en otage. Il a refusé. J'ai dialogué avec lui par téléphone. Ce garçon, vers la fin, m'a dit ceci: vous avez été régulier avec moi, si vous trouvez le trou, vous pouvez m'abattre. Il m'a dit Mektoub, et j'ai dit Inch'Allah. Dans l'affaire de Valence, le fusil à lunettes a joué un rôle décisif. Les tireurs d'élite du GIPN reçoivent une formation très poussée pour ce type de matériel. Ce sont des fusils autrichiens Stermanlicher. Chaque tireur possède le sien, dont la lunette a été soigneusement pré-réglée. C'est bon. D'accord. 4 à 5. La 3. Sur la 3. Sur la 3. Alors sur la 3, toujours la même chose. Les 3 quarts des 3. Bon, delta plein centre, alors c'est bon, alors. Il faut continuer comme ça, hein. Non, vas-y. Là encore, la concentration et la technique jouent le plus grand rôle. Ici, au pas de tir, ce sont des cibles en carton et des ballons sur lesquels on tire. Dans la réalité, ce sera peut-être un jour la tête d'un homme. Ok, d'accord. Vous êtes prêts? Alors, on se prépare, hein.
Éjectez, attendez le résultat là, des trois tireurs là, ensemble. Alors le premier, 541. Oui, c'est très bon. Bon, les trois tireurs, introduisez une cartouche. Vous attirez sur les trois ensemble au top sur le ballon supérieur. Le tir synchronisé peut permettre éventuellement à 3 tireurs de faire feu simultanément sur 3 cibles différentes sur un top radio. Top. Très bien. Nous sommes peut-être à l'heure actuelle le seul groupe qui, lors des opérations, emmène toujours avec eux les chiens d'attaque. Pourquoi? Ces chiens d'attaque, premièrement, ont été dressés à travailler malgré les coups de feu. Le chien d'attaque dépiste l'individu dangereux enfermé dans une pièce ou par exemple dans une villa. Mieux qu'un homme. Et le chien d'attaque nous permet à nous de préserver, il faut le dire, notre intégrité physique et d'avoir encore plus d'efficacité parce qu'un chien impressionne toujours l'homme. Est-ce que vous pourriez me raconter en quelques mots l'affaire de Nice en septembre 75? La situation, elle est classique. Un preneur d'otage, 2 employés de la banque pris en otage. Le gars était armé d'un revolver, d'un thermos où il disait avoir mis de la nitroglycérine et une demande de rançon de 6 millions nouveaux. Le preneur d'otage avait demandé 2 policiers parce que prenant 2 policiers en otage, il espérait que les collègues policiers ne tireraient pas. Or là, il a commis une erreur fatale pour lui. Mon gars et moi, nous sommes restés enfermés avec lui pendant plus de 3h15. Il y a eu une partie fantastique de poker psychologique. Ce gars-là qui m'a menacé a eu peur. Et pourquoi il a eu peur? Parce que je l'ai enfermé moi-même dans son propre piège. Je lui ai fait comprendre que ma vie était le pendant de la sienne. À la limite, si tu es un de mes gars, moi je me faisais fort de le tuer. Il s'est instauré entre ce truand et moi un dialogue. Ce dialogue m'a permis d'avoir son profil, m'a permis de le peser. En contrepartie, j'ai été régulier avec lui. J'ai voulu lui sauver la mise. Je lui ai donné les chances de s'en sortir. Il a pris ses responsabilités, j'ai pris les miennes. Je savais qu'à un certain moment, ce serait lui ou nous. Le destin a voulu que ce soit lui. Au début de l'année, à la Seine, près de Toulon. Cette fois-ci, nous avons la chance d'assister à une affaire du début à la fin. Un homme de 32 ans s'est retranché dans sa maison et tire au revolver dans tous les sens. 80 cartouches jusqu'à présent. Il a bu presque 2 bouteilles d'alcool
et ne laisse personne l'approcher. Il s'agit probablement de quelqu'un qui est en pleine crise nerveuse. C'est pas ça, c'est fait tout sauter, il a le matériel. Mais si, il a bouteille à gaz, détonateur. Il lance le détonateur. Quand on a la bouteille de gaz, elle saute. Allez, voilà. Vous avez pris. Oui, vous prenez les grenades. Prenez-moi le matériel. Il a tiré. Le groupe se met en place exactement comme pour une prise d'otage. Car ce type de situation peut devenir très vite extrêmement dangereux. Nous avons quelqu'un d'armé qui a beaucoup bu, qui n'a pas toute sa raison, mais lorsque vous l'entendez discuter, ça a l'air d'un garçon qui se prend effectivement pour un justicier. Il est contre toutes les injustices. C'est un gars qui n'est pas un truand, mais qui est très très dangereux et très déterminé. Il n'a pas encore tiré, il n'a encore jamais tiré en direction de quelqu'un. Simplement, il a quand même tiré là, ça commence à s'aggraver un peu, à travers les persiennes. Nous allons prendre des dispositions pour tenir, s'il faut 24 heures, 48 heures par jour, les chiens d'attaque prêts, éventuellement, je dis bien éventuellement, pour intervenir, mais vous ne faites rien. Au-dessus, il y a un étage, non? Il n'y a qu'un étage. Il n'y a qu'un étage, lui, il est au premier. Il y a un rez-de-chaussée. Un petit premier, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Il y a 4 appartements en tout, hein? Oui. Lui, il est au premier gauche. Là, ça fait un S. Non, non, et là, il y a un autre appartement. Lui, il est là, et là, il y a le deuxième La appartement. porte d'entrée, là. Là, ça fait ça. Donc ça fait un S, c'est ce que je vous ai dit. Bon, et le séjour est là. Vous voulez qu'on discute? Vous prenez votre arme, vous la mettez où est sa destination. C'est-à-dire que vous la rangez. Vous rangez votre bouteille de gaz où elle doit être, dans la cuisine. Hein? Non, 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 mais il n'est pas question pour moi d'envoyer des flics vous descendre. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes quand même des gens responsables. Non, non, mais laissez-moi parler. Non, 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 non. J'ai donné des ordres, il n'est pas question de vous descendre ou d'avoir une quelconque initiative brutale. Et vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Laissez-moi terminer. J'ai un fils qui a quand même bientôt 30 ans. J'en ai 50. Vous comprenez? Je respecte... Mais oui, mais ça viendra, puisque vous sortez du même milieu que moi. Maintenant, puisqu'on est en... Je vous fais des confidences, pourquoi, monsieur? Non, je vous fais des confidences parce que je vais vous dire que vous n'êtes pas le seul dans votre cas. Et non, il faut que chacun se prenne en charge. Et pour se prendre en charge, il faut se dire on est tout seul. Et quand on est tout seul, il faut se démerder tout seul, comme des grands. C'est pour ça que dans un moment, je veux bien venir parler avec vous, mais je veux avoir un garçon responsable, qui s'adresse à un garçon responsable. Vous êtes un ouvrier. Moi, je suis fils d'ouvrier. Alors, je vous respecte, mais j'entends ce que vous me respectiez. Et je veux que vous respectiez mes gars. Vous comprenez? Et alors, nous allons avoir tous les deux un langage d'homme. Et maintenant, je vous en donne ma parole d'honneur. Vous pourriez être mon fils. Ce que je veux avant tout, pour vous, c'est vous aider. Voilà, non, voilà comment ça se présente. On rentre par là, on fait ça, on monte. Je l'appelle, il monte. Hein? S'il me remet son pétard et ses cartouches, éventuellement, je discute avec lui et je sors avec. Ou si à un moment donné quelconque, je peux me jeter sur lui, vous empruntez la porte en 10 secondes. Vous criez. On vous jette dessus. Oui, vous criez, hein. Vous criez pour que tout le monde sache. Oui. Nous allons mettre quand même un tireur dans ce sens. Il y a une ville en face, on peut la... Oui, et un tireur dans ce sens. C'est jamais un été, ça. C'est vrai. Non, on va faire une chose. On va aller derrière, on va voir la position de la fenêtre, si le gars, si on peut l'apercevoir. Si on peut l'apercevoir. Derrière. Bon, ben on va voir derrière la position derrière. Derrière le bâtiment, je veux te dire. Hein. Je vais mettre un fusil de l'autre côté, la petite fenêtre là, qui donne là, de l'autre côté. Il y a une petite fenêtre qui donne une genre de lucarne. Ouais, d'accord, ouais. Là, je vais mettre un fusil en face. Mais t'as vu où sont les gars, peut-être que tu peux les mettre là. Hein. Attends. Là, il y a... Allez. Pas grave. Moi, je vous donne ma parole d'honneur si je viens. Si vous avez la tête sur les épaules. Bon, alors si vous avez la tête sur les épaules, moi je viens sans armes et vous êtes sans armes. Vous comprenez? Eh ben voilà, si vous me faites cadeau de l'arme vide à la main. Mais je
je suis que... Mais écoutez, pour faire ce que vous avez fait, je comprends que pour faire ce que vous avez fait, vous avez été amené à bout. Mais non, mais maintenant, je vais vous dire, petit, je te parle comme ça maintenant. Je vais te tutoyer parce que j'ai de l'affection pour toi. Tu es un jeune, tu pourrais être mon fils. Et moi, je sais que... Comment 50 ans passés. Oui. Mais écoute, moi, ce que je veux faire, moi, j'aimerais que... On va discuter encore comme ça. Moi, ça me plaît aussi. Je voudrais que tu deviennes mon ami. Je vais te dire une chose, et je te le dis parce que j'ai un peu de pudeur à parler de moi. Mais tu sais pourquoi les truands de Marseille et de Lyon me respectent? Parce que j'ai toujours été... oui. Et dans ma honte, mais parce que je suis un gars régulier. Tu comprends? On va s'entendre tous les deux. Alors tu sais ce que tu vas faire. Tu vas ranger ton flingue, quoi. Et puis tu m'as dit que tu me le donnerais désarmé. Eh bien tant mieux. Et puis on s'enferme tous les deux tout seuls. Et on discute pendant des heures si tu veux. Hein? Oui, alors écoute, quand est-ce que tu mets ton flingue devant le palier? Je te dis, je suis un homme de parole. Et puis je vais te dire, tu as l'avantage aussi, je te le dis. Je suis peut-être pas manchot, mais toi tu as 32 ans, j'en ai 50. Alors écoute, ton pétard, tu vas le mettre dans 5 minutes devant le palier. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la connerie tout ça. Ça rime à rien, hein? Tu lèves ton chargeur et tu mets ton calibre devant la porte. Et puis moi je viens, on va discuter tous les deux. Alors je suis facilement reconnaissable parce que j'ai la gueule d'un asiatique, hein? Je suis peut-être pas beau, mais c'est comme ça. J'ai ta parole d'homme, hein? Bon, alors moi je vais te dire ce que je vais faire. Je vais venir sans armes. Laisse-moi parler. Je veux voir devant ton palier le calibre des cartouches. Bon, mais monsieur Petit-Jean va m'accompagner devant l'escalier. Il va me dire où tu es. Tu mets ton calibre et ton chargeur devant la porte. Je rentre et nous discutons de mon homme. Comment? Mais oui, petit, je suis persuadé qu'on va s'entendre. Parce que nous sortons, nous tous les deux, nous sortons du même creuset. Pourquoi veux-tu te mettre le pétard sur la tête? Mais non, petit, ne me dis pas ça. Tu as 32 ans, la vie est belle encore. Qu'est-ce que tu déconnes? Moi, je donnerais des milliards pour avoir 32 ans. Eh ben voilà, ben on va discuter. Hein, vous faites préparer du café, du sucre, puis j'irai boire le café avec lui. Alors si je vais lui apporter du café, je discuterai avec. Si vous attendez... C'est sa terrasse. Oui, moi je crois pas ça. Moi je crois que la meilleure solution, c'est entendu. Si le type il ouvre la porte, on fonce dedans. Non, il est armé. Le dénouement approche. Le brigadier et quelques hommes pénètrent dans la maison et vont se disposer en protection rapprochée. Tous les tireurs du groupe sont en position, prêts à intervenir si la situation dégénère. Ils savent néanmoins qu'ils ne doivent tirer qu'en cas de nécessité absolue.
L'ensemble du dispositif est en place. Le commissaire entre à son tour dans la maison. Quelques minutes plus tard, il parviendra à prendre le revolver du forcené et à le jeter dehors par le balcon. Les hommes du groupe récupèrent d'abord le revolver. Puis ce sont les cartouches et les détonateurs. Encore quelques minutes pour convaincre l'homme de se laisser emmener. C'est fini? C'est fini. Ça y est, là. Présence du frère. Et voilà, c'est terminé. On l'emmène vers un hôpital psychiatrique. Pas de sang, pas de violence. Cette affaire ne fera pas 4 lignes dans les journaux locaux du lendemain. Ah oui, à l'hôpital d'abord. En 1980, cette fois-ci à Marseille, 2 gangsters s'emparent d'un bijoutier, puis d'un boucher qu'ils gardent en otage pour protéger leur fuite. Les 2 gangsters seront tués et les 2 otages seront sauvés. Nous les avons retrouvés. Eh bien, il était à peu près 9h30 du matin. 2 gars sont rentrés dans la bijouterie, revolver au poing, m'ont menacé, en m'ordonnant de leur donner tous les bijoux possibles. Un est passé, est rentré dans la vitrine, a commencé à rafler les bijoux. L'autre m'a emmené à l'arrière-boutique. À ce moment-là, un coup de feu a claqué et ils se sont affolés. À ce moment-là, ils m'ont pris en otage et nous sommes sortis par le couloir. Et puis ils sont entrés dans la boutique, tout de suite quitté les couteaux, ne bougez plus, voilà. J'ai bien sûr obtempéré, hein. Il n'y avait rien d'autre à faire. Bon, voilà. Vous avez déjà le... Ah, il tenait déjà le monsieur Chapelot en otage, et oui. Et ils se sont installés là, à côté de nous, avec le pistolet sur la nuque. Et en attendant que les policiers de la brigade qui étaient déjà là mettent à leur service une voiture, comme ils exigeaient, une voiture pour se lever de devant, pour prendre la fuite. Et ils voulaient que je sois leur chauffeur. On agit un peu comme un automate. On n'a pas tellement la réflexion qui intervient. C'est là encore le commissaire qui vient négocier à plusieurs reprises avec les gangsters. Les 2 otages gardent de lui un souvenir extraordinaire. Je l'ai vu plusieurs fois, il venait là sur le seuil de la porte pour demander aux gangsters d'abaisser leurs armes, enfin bref, il essayait de les raisonner, pensant que l'affaire était terminée pour eux et qu'il était préférable pour eux qu'ils s'en remettent, qu'ils se rendent. C'est un homme formidable. Lorsque j'étais dans la boucherie et que je le voyais arriver, j'avais l'impression que le sang me remontait en moi. Et vraiment, c'est un gars extraordinaire. C'est certainement grâce à son intervention, aux directives qu'il a prises pour que je suis encore là. Et je trouve qu'ils font un métier extrêmement dangereux. On ne les connaît pas, mais ils font un sacré boulot. Avant que m'arrive cette affaire-là, je disais, mais ils n'ont qu'à tirer, ils n'ont qu'à... Hein? Tant pis. Mais quand on est pris dans le truc, on dit, ben, pourvu qu'ils ne tirent pas. Même si je vis centenaire, j'aurai toujours cette matinée-là à l'esprit. Dans des situations comme ça, on a peur. Est-ce que vous êtes toujours bijoutier? Absolument plus. Je ne veux plus en entendre parler. Non, je me suis recyclé, je suis actuellement magasinier. Je m'occupe d'expéditions, de paquets, de courriers. C'était plusieurs agressions pendant la même année? 3 agressions en pas un an. Heureusement, Marseille n'est pas qu'une ville remplie de malfaiteurs. C'est aussi un joli port. Et un port, par définition, c'est au bord de la mer. Et le GIPN a aussi ses moments de détente. C'est la natation et le volley-ball qui sont les sports favoris.
Le commissaire est volontiers capitaine de l'équipe de volley, et ce qu'il préfère, c'est jouer avec ses 2 fils. Parmi les supporters de l'équipe, l'épouse du commissaire a elle aussi une très haute idée de son mari. Mon mari est un homme d'action. Il ne peut pas rester derrière un bureau, enfin à faire des papiers tout le temps. C'est pas possible, c'est pas dans son tempérament et dans son caractère. Il faut qu'il remue, il faut qu'il bouge. Et je pense que ce groupe lui convient parfaitement, justement, du fait de toutes les nombreuses activités qu'ils ont à accomplir. Je suis fière, surtout pour le courage qu'il montre. Je crois que c'est vraiment important pour lui et d'arriver à faire et à réussir une affaire, à la mener à bien, c'est une grande satisfaction pour lui. Une autre affaire a failli mal tourner pour le groupe. Elle s'est passée en 82 à Cagnes-sur-Mer. Il y aura 2 blessés dans les hommes du GIPN et le gangster sera abattu. L'affaire de Cagnes-sur-Mer est une affaire encore dramatique et très dure parce que le forcené, avant mon arrivée, avait blessé déjà 2 collègues de Nice. La situation était déjà irréversible et quand je suis arrivé en pleine nuit à Cagnes-sur-Mer, il fallait neutraliser un forcené qui ne voulait à aucun prix se rendre et qui allait vendre chèrement sa peau. J'ai essayé d'ouvrir le placard. C'était un peu dur. Et au moment où j'ai ouvert le placard, j'ai vu des canons de fusil arriver. Alors j'ai crié canon et j'ai maintenu la porte afin que l'individu qui se trouvait sûrement à l'intérieur ne nous tire pas dessus. Et quand le gars s'est senti prisonnier avec son fusil coincé, le gars fait feu et m'a arraché l'avant-bras. Sur le coup, je me suis écarté, j'ai fait feu et je me suis retiré afin de permettre aux collègues de continuer l'action C'est là que j'étais donc en couverture pour la pièce du fond, une pension qui s'était logée et qui était une des dernières à visiter. Et donc j'ai fait un saut de côté au moment où il a crié canon et j'ai ouvert le feu. Je me trouvais à environ 3 mètres du gars qui, je distinguais donc la cuvette, il était dans les WC. Voilà. Alors ensuite mon collègue Antoine a tiré de côté également et puis... nous sommes tirés. Vous avez été blessé? J'ai également été blessé à la cuisse, là j'ai reçu 2 projectiles que j'ai toujours, que je pensais. Les nuits de Marseille ne sont pas celles de Chicago, mais elles sont quand même souvent mouvementées. Ce soir, une prostituée algérienne a volé un revolver et refuse de se rendre. Elle s'est enfermée dans sa chambre au 1er étage de cet hôtel. Vous voyez pas une femme avec un revolver, ça rime à comment ça? Vous êtes une personne raisonnable, madame. Ah, je sais, vous savez vous en servir. Ça, on n'a plus qu'à... Attention, ça part vite, ces trucs-là. Hein. C'est pas bon, voilà. Justement, il y a le commissaire qui arrive. Hein. Attention, lui, il n'est pas raisonnable. Hein. Non, il faut être raisonnable. Qu'elle prenne patience, on est là pour l'aider. Hein. Que ça. Bon, donnez-moi un gilet pare-balles. Rien. Non, moi, un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. Elle veut pas. Elle veut pas. Mais c'est vous là. Attention, mec, moi je vous vois de là. Elle vous voit de là. Oui. Ah, bonjour madame. Voilà, je viens vous aider, madame. Je suis le commissaire. Je viens vous aider. Hein? Je ne suis pas là pour venir vous faire du mal. Hein? Déposez votre arme, vous restez là, vous ne bougez pas. Je viens avec vous et je parle, c'est tout. Rendez-vous là. Madame, est-ce que vous voulez m'écouter? Bon. Vous êtes une honnête femme. Hein? Je viens pour vous aider. Quelle personne vous avez demandé, madame? Qui ça? Ah bon, ben alors je vais aller chercher le docteur et il va discuter avec vous. Seulement ce qu'il faut, madame,
Si vous voulez que le docteur vienne vous voir, je vais aller le chercher, mais il faut que vous nous donniez votre revolver. Bon, écoutez, madame, je vais aller chercher le docteur Jourdain, je vais discuter avec, et après, nous reprendrons la conversation. Allez. Oui, madame. Pardon? T'as bien le commissaire. Déjà, ne dis pas ça, ne le remuez pas, vous le posez. L'emmener ici pour qu'il discute du bas d'escalier. Il ne veut pas venir. On l'a envoyé chercher et tout, il ne veut pas venir. Il a dit qu'elle était trop dangereuse, qu'elle risquait d'être droguée, il ne veut pas venir. Dégage-moi l'arme, hein. Bonjour, comment ça va? Bon, monsieur. Mireille, Bon, il y a le docteur Jourdain. Mireille, Il y a le docteur le Jourdain. docteur est là. Hein? Alors, voilà. Bonjour. Voilà, Vous le voyez, vous Mireille? m'avez demandé le docteur, il est là. Oui, bonsoir. Eh bien, ça va très bien. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, allez, sois sage, va, je te connais bien. Sois gentil pour une fois, mon Dieu. Tu as intérêt à être raisonnable. Il y a le consul d'Algérie qui va vous parler. كان ولد بلادك اللعنة بالعقل. اسمعي او نهضر معاك انا من القنصليه. صح صح صح. لانسجمون كيما فوالا. Pointe des larmes vers le ciel, madame. Mais mettez des larmes vers le ciel. Un coup, il peut partir. Les pourparlers auront duré cette fois encore plusieurs heures. Ah, c'est très bien, merci. Ça y est, le revolver est enfin entre les mains des policiers. Bon, alors elle veut que ce soit moi qui la... Cette fois-ci, c'est bien terminé, elle s'est rendue. C'est le vice-consul d'Algérie qui aura cette fois réussi l'ultime négociation. Allez, poussez-vous. Laissez-moi passer là-bas, allez. Allez, montez. Allez, montez, montez. Allez, ok, c'est bon. Nous exerçons un métier très difficile. La police n'a pas droit à la bavure. Donc, il ne faut jamais se tromper. Nos actions sont en pari. On le joue. À la limite, il y a la mort. Il faut gagner. Est-ce que vous avez peur de la mort? Avec mon métier, disons que la mort est une sorte de fiancé insaisissable qui s'approche et qui s'éloigne. J'ai en moi un certain fatalisme. J'ai été menacé de mort plusieurs fois. Il ne faut jamais oublier, le temps demeure, les hommes passent. Moi, il y a un mot extraordinaire que Aragon cite. Appelons l'art, mon amour, d'aimer sans espérance.